Bonjour à tous, c'est l'heure de la rétro. En début de semaine, on faisait le point avec Catherine Labouchère, la présidente de la Fédération des hôpitaux vaudois. Avec ses 12 établissements répartis sur l'ensemble du territoire cantonal, l'organe faîtière est au cœur de la réorganisation interne des établissements hospitaliers. L'image de la semaine, on la découvre ensemble. La voici. Le plan lumière de la ville de Nyon qui sera présenté par le municipal en charge de l'urbanisme, Maurice Gué, lors du prochain conseil communal. Jeudi, c'est journée dédiée aux élections communales de mars. Sur notre plateau, honneur au PIN, le parti indépendant nyonnais, et à son municipal sortant, Claude Huldré. La pandémie a bouleversé le quotidien et l'organisation interne des établissements hospitaliers. Au cœur des régions, la Fédération des hôpitaux vaudois est un acteur clé dans l'organisation sanitaire vaudoise. On en parle aujourd'hui avec la présidente Catherine Labouchère. Bonjour. Bonjour madame. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors justement, cette fêtière, quel a été son plus grand rôle durant toute cette période ? Je pense que son plus grand rôle a été celui de coordonner au moment du départ de la crise, coordonner tout au long de la crise et de faire remonter les besoins des hôpitaux au niveau du canton et de travailler à ce qu'il y ait des réponses rapides. Ouais, des réponses rapides qu'il a fallu trouver au jour le jour parce qu'on en apprend encore. Justement, quel bilan est-ce que vous faites de cette première vague ? Alors de la première vague, si vous voulez, le bilan que j'en fais, c'est que vraiment il a fallu se retrousser les manches à toute vitesse pour pouvoir mettre les choses en place le plus rapidement possible pour faire face à une situation exceptionnelle avec des cas qui arrivaient dans les hôpitaux où il y avait une logistique énorme et je vous rappelle, il y avait un manque de matériel et puis il a fallu organiser aussi avec notamment la France l'arrivée des frontaliers, les possibilités pour parce qu'il y a quand même entre 30 et 40% de personnel frontalier qui est dans les hôpitaux de la région de la Côte en tout cas, et il fallait qu'ils arrivent. Quand les frontières fermées, il faut des autorisations de sortie, de rentrée, toute une logistique pour les gens qui veulent rester sur place, etc. En plus de ça, le matériel aussi, être sûr que les hôpitaux aient le volant de trésorerie nécessaire pour payer les employés à la fin du mois de mars. Enfin, vous voyez, tout ça fait qu'il y avait de multiples champs d'action et la coordination a été le maître mot de la fêtière. Qu'est-ce qui était le plus dur à gérer dans tout ça, dans toute cette coordination ? Parce qu'il y avait beaucoup de messages. Parfois, on avait l'impression qu'ils se contredisaient aussi. C'était quoi le plus difficile ? Oui, je pense que surtout, dans ce genre de choses, il faut garder la tête parfaitement claire et froide en disant mettre les priorités. Quelles sont les priorités pour qui, comment ? Parce qu'il est vrai que chacun des hôpitaux, évidemment, il y avait des tensions plus fortes dans certains que d'autres parce qu'il y avait plus d'arrivées de patients. Comment faire ? Comment les coordonner entre eux ? Comment imaginer aussi la suite ? Donc, je pense, en gros, si vous voulez un mot, c'est de se dire tout est possible. Mais dans le cadre du possible, qui a besoin le plus rapidement d'effets pour pouvoir prendre en charge au mieux les patients ? Parce que c'est ça qui est important. La logistique, elle est faite pour le bien des patients. Alors évidemment, vous voulez un message rassurant et calme, posé. Vous appelez à la responsabilité des gens sans les affoler. Mais vous dites pourtant avoir perdu le fil le 23 octobre. Je vais y arriver. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que dans la première vague, tout le monde cet été s'est dit tant mieux, ça se calme, les cas descendent, c'est parfait, etc. Et puis, à la fin de l'été, les cas ont commencé à remonter. Mais on disait, on a suggéré des cas plus nombreux. Et tout d'un coup, ça a été exponentiel. Et quand c'est exponentiel, mais vous perdez le traçage. Et vous ne savez plus véritablement où sont les gens qui sont malades, comment arriver à pouvoir les isoler, voire les mettre en quarantaine, tous. Et puis évidemment, après, les cas augmentent pour arriver à vraiment, le 2 novembre, à 1600 cas par jour dans le canton, ce qui était énorme quand on sait que le seuil épidémiologique est à 200. Du coup, ça peut paraître un peu inquiétant pour la suite parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les choses sont sont à flux tendu. Cette deuxième vague, là, la réouverture des commerces, des activités, Noël, on va se retrouver en famille. Donc, comment être optimiste dans tout ça ? Parce qu'on sait que forcément, ça va recommencer.
Alors écoutez, moi je crois qu'il ne faut pas passer un message vraiment qui soit catastrophiste parce que les gens n'y croient pas. Et puis c'est pas responsable non plus. Moi j'en appelle à la responsabilité des gens pour les gestes barrières. C'est pas très compliqué. Le masque, le gel, les distances sociales. Si tout le monde joue ce jeu-là, on voit bien, avec les mesures qui ont été prises ces derniers temps, les cas baissent. Et après, évidemment, les hospitalisations vont baisser. Pourquoi ? Parce qu'on sait toujours qu'il y a un temps de latence entre le fait d'être un cas positif et les cas qui arrivent dans les hôpitaux. Et puis quand ils sont dans les hôpitaux, généralement, ils restent longtemps. Donc en fait, c'est pour ça que les hôpitaux sont encore très très pleins maintenant. Et que si on ouvre trop vite et qu'on se laisse aller, alors qu'on est dans une période d'hiver, où on est beaucoup plus confiné que l'été, évidemment, les cas vont réaugmenter, donc les mesures seront plus sévères. Donc, prudence, mais pas catastrophiste, parce que les gens ont le droit de vivre, et je pense que c'est assez normal qu'on puisse avoir besoin de relations sociales, mais mesurées et en respectant les consignes. Votre avis sur le vaccin ? Alors, mon avis sur le vaccin, elle est positive pour autant que ce soit accepté, qu'il n'y ait pas d'effets secondaires confirmés. On ne connaît pas encore la durée de protection. Et puis, je rappelle aussi une chose, c'est que pour vacciner, même s'il n'y a que la moitié de la population vaudoise qui décide de le faire, c'est 400 000 personnes, avec 2 injections chaque fois. Ça veut dire 800 000 injections. Et il faut du personnel qualifié. Il faut du personnel pour traçage, il faut du personnel des hôpitaux. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, les hôpitaux ont la capacité d'accueillir tous ces vaccins et de les administrer ? Disons, pour l'instant, on imagine la logistique, mais elle n'est pas encore complètement tracée parce que le numéro 1, c'est d'avoir la disponibilité du vaccin et le vaccin sûr. Alors, de manière plus personnelle, vous terminez vos fonctions tout prochainement, vous remettrez vos fonctions en avril. J'imagine que tout ça, c'était aussi une sacrée challenge. Vous avez beaucoup appris, mais c'est votre expérience qui vous a aidé, j'imagine. Écoutez, je pense que l'expérience et la connaissance du terrain m'ont permis de garder le calme aussi, parce que quand vous arrivez dans une fonction, vous ne connaissez pas les choses, et bien évidemment, c'est beaucoup plus stressant. Moi, je connaissais quand même l'habitude, j'ai un très très bon secrétariat général, je sais que le personnel, les médecins, toute la logistique dans les hôpitaux, c'était des gens sur lesquels on pouvait compter. Et ça, c'est quand même un plus et qui a permis de faire face et qui nous permettra de faire face. On sait que plusieurs choses ont aussi été corrigées. Les EMS, notamment de la région, qui se sont sentis plus délaissés. Ah oui, parce qu'évidemment, c'est extrêmement lourd que les gens qui sont en EMS, évidemment, on a mis un gros accent sur les hôpitaux. Et puis, si vous voulez, il y a une population dans les EMS qui ne comprend pas toujours ce qui lui arrive. Et quand il faut isoler des gens très âgés qui ne puissent plus voir leur famille, pour eux, c'est vraiment extrêmement lourd, d'autant plus qu'on peut mettre en place les visioconférences, tout ce qu'on veut, mais ça ne remplace jamais l'humain. Et pour revenir justement à votre cas personnel, c'est des situations qui vous ont, je crois, particulièrement touché. Oui, ça m'a beaucoup touché. Ça me touche comme aussi les personnes très âgées avec les soins à domicile parce que je pense que là, on a une responsabilité pour tous les âges. Et moi, je veux ces antagonismes des jeunes contre les vieux, j'aime pas l'entendre parce qu'on est dans une société multiple et tout le monde a droit à de l'attention. Ces antagonismes, on le voit, jeunes, personnes âgées, économie, culture, économie, santé. Comment faire pour que tout ça puisse allier au mieux vers l'avant ? Je ne pense pas qu'il faut d'opposition. Il faut trouver des moyens d'arriver à collaborer ensemble, sachant que cette crise, tout le monde en subit un peu les conséquences. Et il faut essayer de ne pas négliger un secteur, parce que ce secteur qui se sent négligé aura des réactions très fortes. Et puis ça, c'est pas juste non plus. Donc notre rôle, et c'est ma casquette peut-être de politique, essayer de trouver des moyens qui permettent si ce n'est contenter tout le monde, parce que ça on le fera jamais, mais disons de trouver des solutions et d'être les gens qui cherchent des solutions. Alors, chaque semaine, vous avez des réunions justement pour coordonner tous ces hôpitaux. Aujourd'hui, l'urgence, le plus gros besoin, c'est lequel ? Alors, c'est le personnel, parce que le personnel, d'abord, il a été quand même très
très fatigués. En plus de ça, il y a certains personnels qui sont malades et il y a beaucoup de quarantaines. Et alors là, comme vous l'avez vu, il y a des appels qui ont été faits pour pouvoir chercher des personnes retraitées, chercher toutes les bonnes volontés avec une formation, parce que c'est clair qu'on ne peut pas mettre aux soins intensifs des gens qui sont pas formés, mais la logistique aussi qui a eu lieu avec la protection civile et l'armée, toutes les bonnes volontés, mais aussi tous les professionnels doivent se mobiliser pour ça. En même temps, c'est nécessaire de faire marcher l'économie. Donc on ne peut pas aller en opposition. Et c'est peut-être là la question, la quadrature du cercle, parce que ce n'est pas toujours facile. Catherine Labouchère, présidente de la Fédération des hôpitaux vaudois, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, madame. Avec son plan Lumière, Nyon souhaite lutter contre la pollution lumineuse pour préserver la faune et réaliser des économies d'énergie. Une fois le plan achevé, la ville pourrait voir sa consommation divisée par 4. Les explications avec le municipal en charge de l'urbanisme, Maurice Gué. Tout ça nous amène aussi, c'est clairement une économie d'énergie à long terme. Un plan Lumière, c'est en fait un diagnostic de l'état lumineux de la ville de Nyon avec des grands axes de travail sur ces prochaines années qui nous permettra de définir un fil rouge pour tout ce qui concerne la lumière en ville de Nyon. Alors en 2014, déjà, vous étiez à l'origine d'un postulat. Vous demandiez justement à la municipalité de se pencher sur ce plan Lumière. Vous disiez avec ironie à quoi servaient les réverbères de la Rossellache tracée. Aujourd'hui, vous avez réussi à les éteindre, ces réverbères? Oui, effectivement, c'est un des axes du plan Lumière, c'est d'éteindre certains axes qui ne sont pas utilisés au milieu de la nuit. Et puis effectivement, pour moi, c'est un grand plaisir de boucler la boucle. Puis j'avais déposé ce postulat et j'ai le plaisir maintenant de le présenter dans le conseil communal. Alors la méthodologie met en avant 2 axes. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors tout d'abord, le premier, c'est effectivement sur la pollution lumineuse, puisqu'on a beaucoup de lumière dans les villes. Et l'objectif, c'est de réduire cet impact de la lumière sur la biodiversité, sur les hommes aussi, puisque c'est quand même un signe de stress aussi. Et puis de mettre aussi en valeur le relief de la ville par des points repères, par des éclairages de grands axes, qu'ils soient de mobilité douce ou de transit. C'est aussi un projet qui avait fait appel à la société. Plusieurs marches, les marches des Nyons notamment, avaient été mises sur pied. J'imagine que vous en avez tenu compte. Oui, bien sûr, c'est complémentaire en fait, puisqu'on a tenu compte de l'avis aussi de la population avec ces marches, ces démarches participatives, ce qui nous permet de connaître aussi le ressenti des gens avec la diminution de la lumière dans certains endroits. Alors en parallèle, le canton de Vaud a élaboré un plan de directeur lumière, aucune obligation, mais quelle sera l'identité nyonnaise? Alors l'identité, je pense qu'on est un tout petit peu en avance par rapport au plan cantonal, et puis il est surtout lié et ciblé sur Nyon et sur ses spécificités nyonnaises. On a un centre-ville ancien, donc on va travailler sur le centre-ville. Après, on a une périphérie qui est un petit peu plus moderne avec des bâtiments qui sont plus élevés, et puis on a quand même aussi une campagne auquel on doit tenir compte. Alors on arrive également à la période de Noël, on pense évidemment aux lumières de Noël. Est-ce que ce plan lumière, il tient compte justement des lumières de Noël? Non, alors la sortie du plan lumière, ça sera un autre préavis qui viendra au conseil communal sur les lumières de Noël. Je pense que là, c'est un peu plus festif et ce n'est pas directement lié à une stratégie à long terme de la gestion de la lumière sur la commune. Impossible d'être festif et écologique en même temps? Si, on peut, avec les moyens techniques modernes, on peut tout à fait, mais c'est une vision différente. L'objectif n'est pas le même, puisqu'on est plus dans la fête et le plaisir qu'une gestion urbanistique de la lumière. On sait qu'en ce moment, les finances sont dures, notamment à Nyon. On refuse toujours une augmentation de la hausse d'impôts. Est-ce que ça aura justement une incidence sur le coût, la facture totale pour les Nyonnais? Alors, ça, tout dépendra de la manière dont sera reçu ce préavis par le conseil communal. Je crois que l'important, maintenant, on est quand même très attentif au niveau du développement durable, au niveau de la biodiversité. Et ça, c'est un élément très important auquel on peut contribuer de manière très rapide. Je veux dire, le fait d'éteindre une lumière, c'est faisable très rapidement et les conséquences sont très rapides. Alors, quelques chiffres quand même. Jusqu'ici, un crédit d'études de 85 000 francs avait été accordé. Est-ce qu'on a une enveloppe totale, un montant de combien coûtera ce plan lumière à la population?
Non, pas directement, parce qu'il dépend aussi des travaux normaux dans la ville. Quand un plan de quartier va voir le jour, on va tenir compte du plan lumière, mais il n'y aura aucune incidence financière. Il y a des travaux d'entretien aussi sur tout ce qui est lumineux en ville de Nyon, et ça se fait couramment, donc on va en tenir compte aussi. Par contre, si on veut accélérer le mouvement, il y aura peut-être un impact financier un petit peu plus élevé. Et un impact en tout cas écologique, là on pourrait faire des économies. Oui, alors ça certainement déjà sur la consommation, et puis je crois surtout sur le bien-être de notre population. La lumière est quand même souvent très agressive, et puis je pense que pour la biodiversité aussi, on le voit de plus en plus, les zones de noir sont de plus en plus rares en ville, et puis on a un ciel magnifique, et j'espère qu'on pourra de nouveau voir notre ciel depuis la ville de Nyon, le centre de Nyon. Plus de 2000 heures de travail seront nécessaires pour reconstruire une chaloupe du 19e siècle du côté du chantier naval Mayera à Rolle. Grâce au don d'un particulier, Jean-Philippe Mayera et son équipage se sont lancés le défi de reconstruire un modèle identique au bateau qui sillonnait autrefois le Léman. Joël Brunner nous emmène sur le chantier. L'association Chaloupe à vapeur a été créée en début d'année 2020 et cette association accompagne la reconstruction d'une chaloupe qui date de la fin du 19e siècle. Cette chaloupe est arrivée ici au chantier Mayera grâce au don de son dernier propriétaire qui, étant très âgé, n'avait plus la possibilité de l'entretenir correctement. Malheureusement, lorsque la chaloupe est arrivée, elle était dans un trop mauvais état et il n'était pas possible de la reconstruire, de la réparer. Donc c'est pour cette raison qu'on a décidé de la reconstruire. C'est mon chantier qui réalise ce travail dans sa première partie. Et je travaille avec un ouvrier et 2 apprentis. Donc on est une petite équipe qui travaillons à la construction de la chaloupe et on aura des bénévoles qui vont aussi participer, des membres de l'association qui vont participer surtout dans sa phase finale, où on va devoir faire des aménagements, toutes sortes de pièces en bois qui ne nécessitent pas une grande connaissance en matière de construction navale à proprement parler. Nous avons néanmoins un bénévole permanent, quasiment, la personne de Claude Rosset, qui est membre de l'association et qui lui-même est ébéniste et qui voulait participer de bout en bout à ce projet. Nous sommes évidemment basés sur les restes du bateau ancien, qui est arrivé là il y a environ 5 ou 6 ans. Ce bateau était intéressant par son ancienneté, par sa rareté, par sa typologie assez particulière. Et donc à cette époque, j'en ai fait un relevé. Donc j'ai relevé le plan du bateau sur la bête, si on veut bien, d'après l'original, en essayant de compenser toutes les déformations de cette coque très usée par les temps et aussi par de nombreuses interventions qui ont eu lieu autour des 120 ans de sa carrière. Et donc j'ai reconstitué le plan du bateau, j'ai documenté la manière dont ce bateau était construit, quelles essences de bois étaient utilisées, comment les choses avaient été mises en œuvre, dans le but de le reconstruire de façon fidèle. L'objectif, au-delà de la reconstruction, c'est bien sûr de permettre à ce patrimoine, non pas d'être dans un musée ou dans un dépôt, mais bien d'être sur l'eau et de permettre d'accueillir de nombreuses personnes pour pouvoir naviguer avec elles. L'origine de cette chaloupe à vapeur était une chaloupe pour le plaisir, pour la promenade. On entend, dans le cadre de cette association, reprendre et conserver cette activité de promenade sur le lac. L'objectif financier de cette opération est d'environ 230 000 francs pour réaliser aujourd'hui la construction de cette chaloupe à vapeur. Nous avons déjà pu obtenir plus de la moitié de cette somme et grâce à des institutions comme la Loterie Romande ou comme la Fondation Boll, mais aussi, il faut le souligner, grâce à la très bonne générosité des membres de l'association, puisque plus de 13 000 francs ont pu être récupérés grâce aux cotisations et aux dons des membres de l'association. Je vais prendre ma retraite dans 2 ans, donc tant que j'ai mon atelier, j'avais envie de faire un travail un peu plus consistant que ce qu'on nous demande d'habitude. On travaille pour une nombreuse clientèle qui nous demande des réparations, des travaux d'entretien, des choses qui nous font vivre. Mais la construction, c'est évidemment ce qui est le plus intéressant à faire pour un constructeur. Et par le passé, on avait quand même chaque hiver presque un petit canot à construire. Puis là, ça fait maintenant 5 ou 6 ans qu'on n'a plus de commandes. Donc c'était aussi intéressant par rapport à mes apprentis qui font une formation dont j'espère qu'elle sera la plus complète possible.
important de pérenniser ce savoir par la transmission. Alors, il n'y a qu'en construisant qu'on arrive à se mettre dans la peau du constructeur. C'est assez compliqué, je dois dire que je me fais un peu je ne veux pas dire des cheveux gris parce que j'en ai plus beaucoup, mais c'est une forme assez difficile à réaliser. Les formes sont un peu torturées à l'arrière. J'ai jamais fait ce genre de bateau-là. Ça pose des tas de problèmes. Je dors pas toujours très bien toutes les nuits, mais ça fait partie du plaisir. On s'intéresse aux élections communales de mars et aujourd'hui, honneur au parti indépendant nyonnais et à son municipal sortant, Claude Huldry. Avec nous sur le plateau, Robert Genevski, président du parti indépendant nyonnais. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec nous également Jackie Collomb, chef du groupe du parti indépendant nyonnais. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors on va commencer la discussion avec vous. Claude Huldry, pourquoi ce choix ? Mais c'est une évidence. Claude Huldry est municipal depuis 15 ans. Il a accompli un travail énorme. Et il a son bilan de magnifiques réalisations, notamment au niveau des bâtiments, des écoles, piscines couvertes, salles de gym, la restauration du temple, je ne vais pas tout citer. Et du coup, il a encore dans ses projets d'autres réalisations qui lui tiennent à cœur et qu'il aimerait bien mener à bien. Une belle expérience à son actif, mais est-ce que c'est un choix par défaut parce que vous n'avez pas d'autres candidats à présenter ? Effectivement, il n'y a pas eu d'autres candidats au sein du Parti indépendant à se présenter, mais c'est de loin pas un choix par défaut parce qu'on est très satisfait du travail de notre municipal Claude Huldry. Et pour nous, comme l'a dit Jackie, c'était une évidence. Et comme il est dans la force de l'âge, il a beaucoup d'énergie encore pour réaliser encore de beaux projets pour la ville de Nyon. Pour nous, il n'y avait pas de discussion. En fait, sa nomination était unanime. Mais on sait qu'il y a une vague verte, les socialistes aujourd'hui qui sont également aujourd'hui très présents. Qu'en est-il du côté du recrutement du parti indépendant ? Est-ce que vous peinez à recruter aujourd'hui ? Non, pas du tout. Tous les sortants se représentent et on a réussi à recruter de nouvelles candidates d'une certaine jeunesse pour notre parti. Donc, en tant que président, je suis très satisfait de nos efforts de renouvellement du parti. Jackie Collomb, du côté du Conseil, on a souvent entendu dire que c'est une municipalité de droite qui fait de la politique de gauche. Aujourd'hui, votre objectif, c'est évidemment, j'imagine, de garder la majorité, mais avec quelle composition ? Bon, si possible, la même qu'aujourd'hui. Vous parlez du rapport de force. Cette municipalité, effectivement, elle a eu à réaliser pas mal de projets dits sociaux, mais elle l'a fait, je crois, avec beaucoup de distinctions, notamment au niveau des aspects financiers, en gardant toujours en tête que il y a bien des choses qui sont à réaliser, qui seraient bien d'avoir, mais qu'il faut aussi savoir si on a les moyens de se les payer. Et alors, comment on va le faire. Effectivement, garder la majorité à droite, mais avoir par exemple les UDC à vos côtés, est-ce que ça serait une composition ? Mais tout à fait. D'abord, l'UDC à Nyon ne figure pas vraiment en tant que parti, mais ici, c'est une élection de personnes. Et Sacha Soldini, puisque c'est lui dont on parle, est un enfant de Nyon qui a des relations très fournies un peu sur tous les côtés de l'échiquier politique. Il est capable de discuter avec tout le monde. Et nous, ça ne nous pose aucun problème de travailler avec lui, bien au contraire. Alors aujourd'hui, la droite a organisé une conférence de presse ensemble pour présenter ses candidats ensemble. On sait que l'entité du centre-droit, composée du PLR, les UDC, les Verts Libres et les Indépendants, avait fait basculer justement la municipalité à droite lors des dernières élections communales. Or, lors du référendum contre la hausse d'impôts, le PIN s'est désolidarisé, pas facile à dire, de ses partenaires, notamment pour soutenir votre municipal, Claude Huldry. Donc j'aimerais vraiment que vous répondiez à cette question. Qu'est-ce que vous souhaitez à vos côtés ? Est-ce que c'est possible justement cette entente entre la droite ? Tout à fait, parce qu'il y a beaucoup d'éléments communs qui nous réunissent. La droite, ou le centre-droit plutôt, parce que nous sommes un parti centriste, est un parti qui est un mouvement qui attache beaucoup d'importance à l'indépendance d'esprit, la liberté de décision. On n'est pas un bloc monolithique comme se présente par exemple l'Alliance de gauche.
Aujourd'hui, en quelques mots, votre programme électoral, quels seront les grands axes? Alors je pense qu'il y a encore de belles réalisations à faire pour la ville. Il y a de beaux projets en route qu'on va soutenir, mais il faudra toujours avoir en arrière-plan la question des finances, maîtriser l'endettement, trouver les moyens de financer les projets que l'on peut se payer. Et puis, d'un autre côté, essayer de ne pas se surendetter pour les générations justement, futures. quelles sont les propositions que peut proposer votre municipal Claude Ulry, sachant qu'on arrive dans une période compliquée, une crise économique liée à cette crise sanitaire, que les Nyonnais ont toujours refusé une hausse d'impôts? Quelles sont les solutions qu'il peut proposer? Bon, il faudra probablement faire des choix, prioriser certains projets. Ça a déjà été fait, et ça, ce n'est pas du seul ressort du municipal des finances, qui a quand même, il faut le savoir, peu de pouvoir de j'allais dire coercition, peut-être pas autant que ça, mais peu de pouvoir de faire respecter certaines règles au sein de la municipalité, puisqu'il n'a pas de rôle supérieur, disons. Il ne peut pas couper dans un projet au prétexte qu'il coûte cher. Ça doit être une décision collégiale. Justement, cette collégialité vous a parfois un peu embêté au sein du PIN? Non, pas vraiment. On est conscient que, justement, pour mener à bien une municipalité, il faut faire des compromis, il faut être capable d'accepter le point de vue des autres. Mais certaines mauvaises langues ont pu dire que si vous avez soutenu notamment votre municipal, Claude Ulry, c'est parce que vous saviez que la droite serait là et ferait une hausse d'impôts. Donc est-ce que vous êtes vraiment satisfait du travail de votre municipal? Oui, tout à fait. Si vous parlez des finances, jusqu'en 2016, les comptes étaient bénéficiaires. On a eu 2 années difficiles, 2017 et 2018, où on a eu un résultat négatif. En 2019, on est revenu à l'équilibre avec un très léger bénéfice. Donc il y a eu un passage difficile. Il y a eu aussi une période où on a fait d'énormes investissements pour les écoles, c'est 130 millions. Ça ne se trouve pas comme ça en quelques années. Donc maintenant, on a un budget pour cette année qui est présenté comme déficitaire, mais toutes les années précédentes, ça a été le cas. On présentait toujours des budgets déficitaires et en fin de compte, les comptes étaient meilleurs que le budget. Donc on n'est pas trop pessimiste sur ce plan-là. Aujourd'hui, les bruits de couloir nous disent que la place à obtenir, c'est celle de Vincent Acker, que tout le monde souhaite sa place. Est-ce que vous êtes prêt à le soutenir ? On fait partie d'une alliance du Centre-Droit. Vincent Acker est candidat au sein de cette alliance et bien sûr qu'on le soutient. Je voulais quand même ajouter quelque chose par rapport aux finances. On n'a jamais dû emprunter pour financer le budget de fonctionnement et ça c'est une performance qui est très respectable de la part de notre municipal des finances. Jackie Collomb et Robert Genevski, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous présenter votre candidat, donc le municipal sortant, Claude Ulry. Un champion de France du dessert prend ses quartiers à Nyon. Une rencontre gourmande qu'on vous propose aujourd'hui en plateau. Sébastien Brocard, bonjour. Merci d'être avec nous. Mais avec grand plaisir, on va se faire plaisir surtout. Aujourd'hui, ça sent drôlement bon sur le plateau. Vous avez ouvert votre boutique à Nyon il y a tout juste quelques semaines, dans le contexte particulier que l'on connaît. Comment ça s'est passé, cette ouverture ? Nous avons eu un accueil très chaleureux, avec une clientèle tout de suite, dès le premier jour, le 10 novembre. Des commerçants, aussi des gens qui habitent sur place. Et donc, c'était assez agréable. Ouais. C'est facile de se faire aimer quand on offre des petits chocolats. Les pavés nyonnais, c'est la marque de fabrique maintenant. Oui, c'est ça. Ouais. En fait, on a eu l'idée en arpentant les rues piétonnes de Nyon. Et j'avais voulu offrir des petits carrés de chocolat pour venir me présenter auprès des commerçants. Et du coup, on les a baptisés les pavés nyonnais. Voilà. Pourquoi avoir choisi Nyon, justement ? Vous avez 4 boutiques, la première en Suisse. Pourquoi Nyon ? Nyon, c'est parce qu'il y a déjà un rapport affectif, parce que j'aime beaucoup Nyon. Et puis, étant installé à Divonne-les-Bains, on avait une clientèle qu'on a toujours, d'ailleurs, nyonnaise, qui est assez importante. Puis à force d'entendre quand est-ce que vous venez, ça fait maintenant 1 an que je cherchais un local.
Et puis l'opportunité s'est produite là récemment et je me suis décidé tout de suite et je suis très, très content. Alors on entend beaucoup d'inquiétudes aussi de la part des commerçants de la région. Je ne sais pas si vous en ont déjà fait part concernant les horaires d'ouverture, la concurrence avec Internet. Ça ne vous a pas fait peur ? Non, moi je me suis pas trop... On a un site internet où on peut faire du click and collect. Je fais pas d'expédition parce que moi j'aime bien le rapport commerçant-client. En tant qu'artisan, je pense que j'aime bien quand les gens viennent dans le magasin et puis choisissent le produit, où il y a un échange, où on peut déguster, discuter et puis argumenter. Je trouve que c'est quand même plus sympa, plus vivant, quoi. Ouais, alors votre histoire est très très chouette. Vous êtes ancien champion de France du dessert de 1996. Comment est-ce que tout a commencé? Comment est-ce que vous êtes tombé dans la marmite du chocolat? Alors moi je suis issu d'une famille traditionnellement boulanger-pâtissier de l'Est de la France. Et puis je suis arrivé il y a plus de 20 ans maintenant dans la région. Et puis c'est devenu naturel pour moi. Alors moi, ma spécialité, c'est plutôt la chocolaterie et pâtisserie. Et puis à l'issue de ce concours, en fait, donc je travaillais à Genève à l'époque. Et c'est ce qui m'a propulsé et qui m'a donné envie de créer mes boutiques avec mes propres produits. Faire des concours, pourquoi? Pourquoi ce championnat? Pourquoi c'était important pour vous de vous challenger finalement? Disons qu'il y a toujours la pâtisserie et la chocolaterie, c'est un petit peu un challenge de tous les jours, hein. Il y a la satisfaction du travail accompli, il y a le devoir bien entendu, mais aussi la satisfaction du travail accompli. On a de certaines tâches à réaliser et l'objectif c'est toujours de les avoir le mieux possible. Donc on a cet esprit de concours un petit peu déjà tout jeune, quoi, à l'initiation de la pâtisserie. Ouais. Ouais, une volonté aussi d'en faire du local. Vous avez votre dessert maison qui est devenu un peu un best-seller. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Oui, alors là, il y a 2 desserts en fait. Il y a un dessert qui s'appelle Helvétie qui a été créé il y a 20 ans, donc à l'ouverture de la première boutique. Donc c'est celui-là? Ouais, c'est celui à base de chocolat, où on retrouve effectivement de la crème de la région de Gruyère, donc, qui est légèrement fouettée avec une meringue et une mousse au chocolat issue de notre chocolat qui s'appelle Terre de Cacao. Ouais. Donc dessert maison, Genève-Lausanne, on est à Nyon, c'est parfait. Voilà, c'est parfait. C'était pas fait exprès puisqu'on l'a créé avant, mais ça s'y prête très bien et c'est devenu l'un des desserts que l'on vend le plus, donc le Genève-Lausanne. D'inspiration, le célèbre Paris-Brest, qui est connu pour être rond. Et puis là, comme le Genève-Lausanne, c'est quasiment une ligne droite, on l'a fait droit avec notre inspiration culinaire à l'intérieur, issue du praliné. Dans l'univers de la chocolaterie, de la pâtisserie, comment est-ce qu'on peut évoluer, changer, faire toujours mieux? Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on fait toujours mieux, mais en fait, il y a l'inspiration du moment et tout nous inspire. Ça peut être une ville, ça peut être un endroit, ça peut être un fruit, ça peut être un légume, ça peut être une forme, ça peut être... il faut rester ouvert et puis laisser aller son imagination. Alors, effectivement... je ne suis pas à l'origine de toutes les créations. Je participe bien entendu parce que c'est un travail d'équipe. Je suis très très bien entouré. Ouais, 25 employés. Ouais, c'est ça. 25 employés, une super équipe, des gens. Oui, j'ai l'émotion qui m'envahit quand j'en parle, mais c'est vraiment un travail d'équipe avec un esprit créatif. Chaque année, il y a une nouvelle collection et on s'éclate. À faire ces produits, le petit Père Noël qui sort de la cheminée, là, celui au centre qui a l'effet Sochaux. Bon, on l'appelait l'effet Sochaux parce que c'était... on rigole quand on fabrique et c'est ça qui anime un petit peu le quotidien. Si Nyon était un chocolat, ce serait lequel? Je t'ai pas préparé. Si Nyon était un chocolat, je sais pas. J'ai l'ambition de créer une spécialité autre que le pavé nyonnais. Ça, on en a discuté. C'est quelque chose qui va sortir bientôt. Pour l'instant, je l'ai pas encore. Voilà. Je me permets de goûter parce que vous avez coupé une très belle tranche. D'ailleurs, voilà. un petit conseil pour Noël à la maison, il faut couper en nettoyant sa lame à l'eau chaude. Oui, c'est pour faire une coupe assez propre. Oui, c'est mieux de passer la lame sous de l'eau chaude, oui, bien sûr. On peut faire ça, ouais. Et pour les fêtes, je crois que vous nous avez préparé aussi quelque chose de spécial parce que c'est vrai, en cette fin d'année, on a besoin de beaucoup de douceur, encore plus peut-être. Oui, certainement, cette année, oui, c'est possible. On a une collection. Chaque année, à Noël, on fait une collection nouvelle avec des desserts qui nous inspirent. Il y a plein de choses. Bon, je vous laisserai regarder. On retrouve les 2 produits qui ne bougent pas, c'est le Genève-Lausanne et puis Helvétie, puisque c'est nos desserts phares, j'ai envie de dire. Donc, ils sont sous une autre forme. Genève-Lausanne, en fait, il est sous forme de sapin. On l'a appelé Mambo sapin, comme la musique. Voilà, mais
Et puis Helvétie, il est sous forme de bûche, bien entendu. Et puis on a une collection toute nouvelle où on essaye d'être encore plus créatif et puis pour changer du quotidien. Vous pourriez parler pendant des heures, comme ça je pourrais continuer à manger tranquillement, ça me rend service. Sébastien Brocard, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour la dégustation et à la maison si vous en avez l'envie, donc rue du Collège 5 à Nyon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'étoile de la Dôle brille depuis 25 ans. Son papa est aujourd'hui avec nous sur le plateau pour célébrer cet anniversaire. Papa, ce mot il vous convient bien, je crois. Bonjour. Bonjour. Oui, je sais pas, j'ai 4 enfants, mais l'étoile, c'est un hobby, donc on peut dire papa, mais... Ouais, elle est un peu à vous, cette étoile, quand même, parce que c'est grâce à vous qu'elle a été allumée. On va revenir sur l'histoire un peu après, mais ces 25 ans, qu'est-ce qui symbolise pour vous ? 25 ans de plaisir de la contempler, et où tous les gens ont pris plaisir au fil des années de la contempler également, quoi. Ouais, alors il y a un sacré engouement autour de cette étoile. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait autant d'attachement à cette étoile dans la région ? Je crois que c'est un symbole de Noël, tout simplement. C'est une période sympathique en fin d'année. Il y a beaucoup de décorations un peu partout. Il y en a un peu plus ces dernières années. Et les gens ils s'y attachent. Et c'est un moment de tranquillité en fin d'année. Il y a 25 ans, comment est-ce que vous avez eu cette brillante idée, j'ai envie de dire ? Alors, je dois juste rappeler, c'est qu'elle a une grande sœur qui a, elle, 31 ans, qui s'est allumée en 89 déjà. L'étoile de la Dôle, c'est en 95 qu'elle brille. Et celle de 89, je l'avais fait parce que, au départ, j'habitais dans le canton de Fribourg. Et il y a une église qui est bien située. Et je voulais mettre sur toutes les arêtes de l'église une chaîne de lampes. Comme on voit maintenant les bâtiments avec des fils lumineux qui sont tout autour pour faire ressortir la structure du bâtiment. Et j'ai demandé à la paroisse la première fois. Ils m'ont dit non. Après, il y avait une action de chaîne de lampes dans un grand magasin. J'ai dit je vais en profiter. Je leur ai reposé la question si j'ai un système de location. Ils m'ont dit peut-être. Je leur ai écrit une lettre pour leur demander, puis ils m'ont répondu que les contribuables, ils ne comprendraient pas la dépense d'électricité utilisée à cette fin. Alors, je me suis retrouvé en 89 avec mes 600 mètres de chaîne de lampe sous la main, parce que j'avais compté la grandeur de l'église, il me fallait à peu près ça, j'avais rempli un chariot, parce que c'était tous des morceaux de 10 mètres à accrocher l'un à l'autre. Et je me suis dit, bon, ben maintenant je les ai sous la main, qu'est-ce que j'en fais? Je ne peux plus les rendre. Et il y a une ferme au village où j'habitais, qui était bien située. Faire ressortir la structure, la nouvelle forme, je trouvais que c'était un petit peu dommage, ça n'apportait rien. C'est une grande façade. Et j'ai réfléchi, puis je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire comme motif dessus? Et je suis parti sur une étoile filante. Et voilà, quoi. Et l'étoile est née, vous nous avez apporté justement un petit peu de ces étoiles. Vous êtes venus les mains chargées. Moi, j'ai un petit cadeau pour vous, puisque c'est les 25 ans du chocolatier Merci. Qui était là avant, justement, au plateau, du chocolatier Brocard. Donc ça, c'est pour vous. Merci. Et puis, vu que vous êtes venus les mains chargées, qu'est-ce qu'on a sur le plateau, ces bouts d'étoiles? Dans l'ordre, un morceau de structure qui tient l'étoile distancée de la neige, hors du terrain. Mais celui-ci, il est plié par la neige. Donc, c'est les dégâts qu'on a de temps en temps dans certains hivers, pliés puis même cassés. Normalement, c'est des barres droites. Donc, la neige, malgré qu'on est proche du sommet, dès que la neige s'accumule, 10 mètres de neige, ça a suffisamment de force pour plier les barres d'acier. Ouais, parce que c'est une sacrée structure, 160 mètres de long et 75 mètres de hauteur. Voilà. Elle a obtenu justement sa taille adulte en 2000. Donc voilà, il faut du matériel. Ah ouais, c'est clair. C'est entre 600 et 700 mètres de fil lumineux. J'ai justement ramené un petit morceau de fil lumineux, ça c'est que 1 mètre, avec le câble acier qui le tient, justement. Normalement, c'est des maillons rapides qui sont comme celui-ci fermés comme il faut, mais vous voyez, par la neige, en s'appuyant sur l'étoile, ça arrive même à ouvrir les maillons rapides. Donc ça, c'est un petit morceau que j'ai pris, mais l'étoile, là, il y a 1 mètre. Chaque trait de l'étoile, c'est 30 mètres. Et là, c'est le technicien qui parle parce que vous êtes ingénieur électricien de formation. Et puis, ce qui est assez fou et que je ne savais pas du tout, vous avez votre téléphone avec vous parce que vous pouvez enclencher cette étoile depuis n'importe où. Oui, parce que jusqu'à... Attendez, 95, ça va très vite. Jusqu'en 97, 98, avant, c'était Swiss Control qui tenait la station dans ce qu'on appelle Skyguide. Et ils avaient quelqu'un sur place.
et je peux leur téléphoner pour l'allumer le soir, pour que je puisse tester à distance est-ce qu'elle fonctionne ou pas depuis la plaine. Parce qu'après, c'est une horloge qui reprend la main pour l'allumer tous les soirs et l'éteindre le matin. Et par la suite, comme il n'y avait plus personne en haut, il a fallu trouver d'autres systèmes. Et puis maintenant, c'est un interrupteur à distance que je pilote avec le Natel. Comme ça, je lui envoie un message, comme ça, j'envoie un message en haut, elle s'allume, puis on me répond, OK, elle est allumée, etc. Comme ça, même quand il y a le brouillard, je sais qu'elle est allumée. Pardon. Ou s'il y a une panne, également, je suis informé qu'il y a une panne sur l'étoile. Et pour ces 25 ans, est-ce qu'il y a eu une étoile, enfin, est-ce que l'étoile est particulière cette année ou est-ce que c'est la même chose? C'est la même que ces dernières années. Elle ne va pas augmenter de taille. Certains pensent qu'elle est plus grande, mais ça dépend des photos. Là, il y avait quelques photos sur la toile qui ont fait peut-être croire qu'elle était plus grande. Mais vu de pignon... Des images assez belles aussi, hein, puisque lorsqu'elle a été allumée, la Lune était là. C'était très, très beau à voir. Oui, la Lune éclairait toute la falaise. Elle est venue à son rendez-vous. Hein. Elle était pleine Lune pour les 25 ans. C'était une coïncidence. J'ai pu faire une année une photo où il y avait même la Lune qui était derrière l'étoile, qui se couchait sur les crêtes vues depuis la plaine. Comme ça, ils étaient vraiment les deux ensemble. Ouais, et là, on voit des images du 20e anniversaire, c'est ça? Exact, oui. Ça, c'est les images que vous êtes venus tourner pour les 20 ans en 2015. Oui, exactement. Là où vous avez également reçu le prix de la personnalité de la côte 2015, comme quoi Non, je n'ai pas reçu le prix, j'étais troisième ou quatrième. Troisième, mais ça fait partie du prix quand même. Il est là, vous êtes quand même vainqueur de ce prix-là. Il est modeste, mais quand même, il a allumé l'étoile du cœur. Dernière question, Stéphane Richard, puisque je disais que vous êtes papa de l'étoile, aussi papa de 4 enfants. Est-ce que la relève est là pour la suite, pour continuer à allumer cette étoile? Oui, cette année, les 4 étaient présents. Et autrement, il y a toute une équipe de bénévoles qui viennent m'aider chaque année à l'installer. Il y a une relève dans l'équipe qui se fait. Il y a des jeunes qui viennent, des anciens qui partent. On tourne une vingtaine pour l'installer, des fois un peu moins, un peu plus. Je ne peux pas refuser un nouveau parce que le nouveau, il faut qu'il se forme. L'idéalement, il faudrait que quand il vient, il signe pour 5 ans. Ça serait top. Ce n'est pas toujours le cas. Et après, il y a les impératifs de la vie qui font que les gens y viennent ou ils ne peuvent pas revenir les suivantes. Mais certains, ils viennent au montage, d'autres, ils viennent au démontage. Et puis, on arrive à tourner maintenant correctement pour l'installer en une journée. De la passion, et vous en avez fait également aussi un métier, Stéphane Richard. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Pas de quoi. C'est tout pour la rétro, un plaisir d'avoir passé toute cette semaine en votre compagnie. Excellent week-end à tous, on se retrouve à partir de lundi. Salut!